Bonjour à tous, nous nous retrouvons aujourd'hui pour la deuxième séance consacrée à la lecture cursive que vous avez faite d'Incendie de Wajdi Mouawad. Hier, si vous vous souvenez, nous avons commencé à travailler sur cette pièce en nous intéressant au dramaturge et puis à la pièce dans sa genèse, ce qui avait mené à sa création et sa structure. Aujourd'hui, nous rentrons dans une étude un petit peu plus approfondie puisque nous allons nous intéresser au genre et à l'esthétique de la pièce. Pour ce faire, nous allons nous baser sur un petit extrait de l'exposition, la première partie et une partie de la deuxième partie. Plutôt que de la lire, je vous propose d'en écouter la mise en scène radiophonique et je vous retrouve tout de suite après. Incendie de Nawal. Notaire. Jour, été. Bureau de notaire. C'est sûr. C'est sûr, je préfère regarder le vol des oiseaux. Avant, je disais un oiseau. C'est votre mère qui m'a appris qu'il fallait dire un oiseau. Excusez-moi. Je ne veux pas vous parler de votre mère à cause du malheur qui vient de frapper, mais il va bien falloir agir, continuer à vivre, comme on dit. C'est comme ça. Entrez. Entrez. Entrez, ne restez pas dans le passage. C'est un passage. Et je comprends, en même temps, je comprends qu'on ne veuille pas entrer. Moi, je n'entrerai pas. Oui. Bon, c'est sûr. C'est sûr. C'est sûr, j'aurais bien mieux aimé vous rencontrer dans une autre circonstance, mais l'enfer est pavé de bonnes circonstances, alors c'est plutôt difficile de prévoir. Je veux dire par là qu'on ne pouvait pas prévoir. La mort, ça ne se prévoit pas. Ça se prévient des fois, mais là encore, on est un peu démunis. J'aimais votre mère. Elle m'a souvent parlé de vous, elle disait les jumeaux. Quand elle est morte, il pleuvait. Ça m'a fait beaucoup de peine qu'il pleuve. Dans son pays, il ne pleut jamais. Alors, un testament, je ne vous raconte pas par le mauvais temps que ça représente. Excusez-moi. Dernière volonté. Notaire. Jumeaux. Jumelles. Testament de Madame Nawal Marwan. L'ouverture du testament se fait en présence de ses deux enfants, Jeanne Marwan et Simon Marwan, tous deux âgés de 22 ans et nés tous deux le 20 août 1980 à l'hôpital Saint-François à Villemar. Selon la volonté et conformément au règlement et aux droits de Madame Nawal Marwan, le notaire Hermile Lebel est institué exécuteur testamentaire. Je tiens à vous dire que c'était la décision de votre mère. J'étais personnellement contre. Je lui ai déconseillé, mais elle a insisté. J'aurais pu refuser, mais je n'ai pas pu. Enterrement. Au notaire Hermile Lebel. Notaire et ami. Emmenez les jumeaux. Enterrez-moi toute nue. Enterrez-moi sans cercueil, sans habit, sans écorce, sans prière, et le visage tourné vers le sol. Pierre et épitaphe. Au notaire Hermile Lebel. Notaire et ami, aucune pierre ne sera posée sur ma tombe et mon nom gravé nulle part. Pas d'épitaphe pour ceux qui ne tiennent pas leurs promesses et une promesse ne fut pas tenue. Pas d'épitaphe pour ceux qui gardent le silence et le silence fut gardé. Pas de pierre, pas de nom sur la pierre, pas d'épitaphe pour un nom absent sur une pierre absente, pas de nom. À Jeanne et Simon, Simon et Jeanne.
L'enfant, c'est un couteau planté dans la gorge. On ne le retire pas facilement. Jeanne, le notaire Lebel te remettra une enveloppe. Cette enveloppe n'est pas pour toi. Elle est destinée à ton père, le tien et celui de Simon. Retrouve-le et remets-lui cette enveloppe. Simon, le notaire Lebel te remettra une enveloppe. Cette enveloppe n'est pas pour toi, elle est destinée à ton frère, le tien et celui de Jeanne. Retrouve-le et remets-lui cette enveloppe. Lorsque ces enveloppes auront été remises à leur destinataire, une lettre vous sera donnée, le silence sera brisé, et une pierre pourra alors être posée sur ma tombe et mon nom sur la pierre gravée au soleil. Elle nous aura fait chier jusqu'au bout, la salope! La vieille pute! La salope de merde! Enfant de chienne! Elle est morte, puis juste avant de mourir, elle s'est demandé comment elle pouvait faire pour nous fucker encore plus l'existence. Elle s'est assise, elle a réfléchi, et puis elle a trouvé faire son testament, son putain de testament. Elle l'a rédigé. Voilà. Nous avons terminé avec cet enregistrement, dont j'espère que vous avez apprécié la qualité. Et on va faire quelques remarques à partir de cette exposition, quelques remarques à partir desquelles nous allons petit à petit dérouler le fil d'une interprétation, d'hypothèses de lecture possible sur cette œuvre. Les deux remarques qui s'imposent quand on écoute cette exposition, c'est d'abord qu'on a une pièce qui relève de plusieurs genres, et la deuxième remarque qui s'impose, c'est le fait qu'il y a ici une écriture qui mêle différents niveaux de langue et aussi peut-être des français utilisés. Alors je mets des guillemets évidemment autour de français puisqu'il n'y a qu'une langue française, mais il y a des particularités locales et c'est bien de ça dont il est question ici. Si l'on s'intéresse tout d'abord aux genres théâtraux qui sont représentés, évidemment que Incendie est une tragédie. C'est ainsi d'ailleurs que Majdi Mouawad évoque sa pièce et nous retrouvons tout un tas d'éléments qui nous font penser à la tragédie. La présence de la mort, si ce n'est qu'ici elle commence la pièce plutôt que de la finir. Il y a le Fatoum qui pèse évidemment sur le personnage de Nawal, mais aussi sur les femmes de la famille, la fameuse malédiction de la colère des femmes. Il y a aussi un individu qui lutte en vain contre le Fatoum. Cet individu, c'est Nawal, qui décide envers et contre tout d'aimer un homme qui n'est pas fait pour elle, et puis qui du coup devient un personnage de Lubris, donc un personnage qui ne va pas rester à sa place. Un autre indice de ce que nous sommes face à une tragédie, c'est que Majdi Mouawad emprunte ici à des mythes antiques. Vous vous souvenez que le dramaturge passe une partie de son existence en France et qu'il donc baignait dans la culture française. Or, on retrouve ici deux grands mythes. D'abord celui d'Oedipe. Alors, pour rappel, mais on l'a déjà évoqué quand on étudiait Beaumarchais, le mythe d'Oedipe est le suivant. Oedipe est un enfant qui naît maudit. La malédiction est la suivante. Il tuera son père, il épousera sa mère. Évidemment, son père, roi, décide de l'écarter pour éviter toute réalisation de cette prophétie. Il l'emmène donc dans une autre ville où il est élevé par des gens qui ne lui donneront jamais les clés de son existence. Et puis, adulte, Oedipe revient par hasard dans la ville où il est né. Un vieillard lui barre le passage. C'est en réalité le roi de la cité qui revient de la guerre et qui a bien piètre allure, donc on ne peut pas l'identifier comme étant un roi. Ils vont se battre, chacun refusant de céder le passage à l'autre. Oedipe va le tuer. La première partie de la prophétie est donc réalisée. Il a tué son père. Il rentre dans la cité, il rencontre la reine de cette cité, il devient son confident, son ami, son amant, son mari. La deuxième partie de la prophétie est réalisée, il a épousé sa mère. Et le jour où il comprendra enfin qu'il a réalisé cette prophétie, il partira seul et se crèvera les yeux. Le deuxième mythe auquel on a affaire ici, c'est le mythe de Moïse. Mythe de Moïse qui est le suivant. Quand Moïse naît, tous les enfants mâles doivent être tués puisqu'on sait qu'un prophète va naître. Et
la mère de Moïse, pour le sauver, l'abandonne sur le Nil dans un petit panier qui va l'emporter et Moïse va ainsi être sauvé. Donc ici, vous retrouvez évidemment l'histoire des jumeaux dans un petit seau qui sont sauvés d'une mort certaine. On est donc face à une tragédie. Pourtant, tout ne relève pas de la tragédie dans cette pièce. Tout d'abord, il n'y a pas de catharsis proprement dite. La catharsis, je vous rappelle, cette purge des passions du spectateur qui se fait grâce à la présence conjointe de la terreur et de la pitié, ne peut pas avoir lieu dans la pièce de Muawwad pour une raison toute simple, c'est que pour qu'il y ait catharsis, il faut qu'il y ait un bien et un mal. Et le mal conduit à la punition, à la catastrophe finale. Or ici, il n'y a pas de personnage mauvais en soi. Tous relèvent à la fois du bien et du mal. D'ailleurs, Muawwad parle d'une consolation impitoyable dans la préface. Il s'agit donc bien d'une fin qui est une fin heureuse, d'une certaine façon, dans une certaine mesure, puisque le groupe est réuni, ressoudé, et que le problème qui existait a été résolu. Donc, on est bien plus dans une comédie, pour la fin en tout cas, que dans une tragédie. Ensuite, il n'y a pas de noblesse, on est dans des personnages qui, même s'ils ont des destins assez extraordinaires, sont des personnages du commun. On a un personnage, Hermile, qui lui relève très évidemment de la comédie. Alors, c'est un personnage qui est décalé par son ton, et puis par sa position, parce qu'il n'appartient pas à proprement parler à la famille, et qu'il est pourtant un personnage principal. Il fait usage de comiques de mots, alors je vous renvoie au vocabulaire familier, hein, il parle de racontard, il revisite, ça c'est son sa grande caractéristique, des expressions courantes. Par exemple, c'était pas la mer à voir. J'ai oublié les guillemets, vous les rétablirez de vous-même. Et puis, c'est un personnage qui va aussi user par ailleurs d'un comique de situation. Je pense au moment de l'enterrement de Nawal quand il y a une histoire de sceaux qu'on ne retrouve pas, qui ont été posés devant une autre tombe. Donc, le personnage d'Hermile, il va ici aider les jumeaux et il va donc servir des intérêts autres que les siens. La phrase que j'ai écrite n'est pas très correcte. Va servir les intérêts d'autres que lui. Allons. C'est donc ici un personnage qui va renouveler finalement l'héritage du valet de la comédie. Et voilà pourquoi cette pièce, vous l'avez lue dans le cadre de l'objet d'étude, la comédie du valet. On retient donc de tout ceci que cette pièce est un drame. Un drame, c'est-à-dire quelque chose à mi-chemin entre la tragédie et la comédie, et qu'elle est donc héritière d'une certaine façon des innovations de Beaumarchais et de Diderot avec lui. On a aussi, et c'était la deuxième chose que nous devions voir ensemble, un usage spécifique de la langue. On a une langue, pour Nawal, qui est très travaillée, dont on peut se demander si même il ne s'agit pas de poésie. Alors, je reviens à la définition de la poésie. Qu'est-ce que c'est qu'un poème ? Un poème, c'est un texte qui est rédigé avec une langue qui accorde autant d'attention à la façon dont les choses sont dites qu'aux choses dites en elles-mêmes. C'est bien le cas dans le testament de Nawal. On a, pour caractériser le poème, le fait qu'il s'agit d'un ensemble qui constitue un tout. Or, le testament est bien un tout en lui-même, un texte en lui-même. On a également, pour pouvoir dire qu'il s'agit d'un poème, un usage de la langue qui s'écarte de la norme commune. Et je prends cet extrait du testament. « Et le visage tourné vers le sol, déposez-moi au fond d'un trou ». Là, on voit bien que l'ordre canonique des mots, l'ordre des mots dans la phrase canonique est bouleversé. On a par ailleurs des retours à la ligne qui miment le vers. Et puis, on a ailleurs dans le testament des phrases nominales comme des titres, épitaphes, enterrements. On a également dans le testament des échos sonores très nombreux, nombreuses répétitions, des rimes internes, des allitérations. Donc, on a effectivement quelque chose qui ressemble à de la poésie. Et plus largement, en dehors même de ce testament, dans la pièce, on a des formules qui reviennent un petit peu comme des refrains.
ou des leitmotivs, et notamment, on le trouve dans l'extrait que nous venons d'entendre, le couteau planté dans la gorge, qui évoque l'enfance, avec une métaphore qui est assez visuellement parlante. Donc on a une langue qui effectivement relève de la poétique. On a une écriture qui mêle aussi des niveaux de langue, voire des langues. Alors, je fais référence pour cela au langage poétique et soutenu de Nawal, on vient de le voir. Hein. Pourquoi soutenu le langage? Parce qu'on a des termes comme épitaphe, destinataire, et puis un langage familier du notaire, et enfin, pour finir, évidemment, le langage très grossier de Simon, que je me permettrai de ne pas reprendre ni citer. Et pourquoi est-ce qu'on peut parler d'une écriture qui mêle des langues? Parce qu'on a un français de France ici et un français du Québec. Alors vous avez des expressions québécoises typiques, calice, tabarnak, et un français qui est contaminé également par l'anglais. Alors c'est une spécificité du français du Québec. Nous fequer l'existence, dit par exemple Simon, la promiscuité de l'anglais et du français s'expliquant au Québec par le fait que les deux terres sont extrêmement proches au niveau géographique. Donc, une pièce dont le genre est problématique et dont l'esthétique montre qu'il y a un usage de divers niveaux de langue. On a également une pièce qui, et là je ne m'intéresse pas uniquement à l'exposition, va poser des problèmes de mise en scène. Pourquoi est-ce que cette pièce pose des problèmes de mise en scène? Tout d'abord, on a une pièce qui ne propose pas de temporalité linéaire. On a plutôt une temporalité qui est doublement linéaire. D'un côté, l'intrigue linéaire au niveau du temps des jumeaux qui partent à la recherche de leurs origines, et de l'autre côté, une temporalité linéaire de l'existence de Nawal. Sauf que cette superposition d'époques, qui sont parfois liées les unes aux autres d'ailleurs de façon un peu illogique, là aussi je mets des guillemets, je vous renvoie pour ça à la scène par exemple de l'enterrement de Nazira. L'enterrement de Nazira s'achève par un téléphone qui sonne. Et la section suivante, Hermile décroche son téléphone, il est devant la tombe de Nawal. Donc on a ici un lien d'une époque à une autre, mais un lien qui est bien évidemment un peu illogique. Cette superposition d'époques, elle va poser un problème pour le metteur en scène. Comment est-ce qu'on va rendre immédiatement perceptible au spectateur les différentes époques? Comment est-ce que le spectateur va pouvoir en un clin d'œil comprendre qu'il se trouve dans l'histoire des jumeaux ou dans l'histoire de Nawal. J'ajoute que cette superposition d'époques participe aussi à la poétique du texte, puisque on est à mi-chemin entre le conte et une histoire, une intrigue plus vraisemblable. Deuxième problème lié au temps, Nawal va apparaître à différents âges. On la découvre adolescente, on la retrouve à l'âge adulte avec la prison, l'enfermement, et puis enfin, on la retrouve une dernière fois après ses 60 ans lorsque elle va cesser de parler. Comment on fait pour que le spectateur la reconnaisse? Est-ce qu'on garde toujours la même comédienne, mais auquel cas il y a peut-être une invraisemblance à ce que ce soit une adolescente qui joue une femme de 60 ans ou une femme de 60 ans qui joue une adolescente, ou bien on choisit 3 comédiennes différentes, mais alors comment est-ce que l'on peut faire en sorte que dès son apparition sur la scène, le spectateur l'identifie comme étant Nawal? Autre problème de mise en scène, et qui va participer aussi d'ailleurs à la poétique du texte, un problème lié à l'espace. Vous avez dans la pièce pas de lieu précis. Le pays n'est pas nommé. Alors, on a tendance à considérer qu'il s'agit du Liban, il y a une guerre intestine, une guerre civile, mais ce n'est qu'une supposition. Les indications de lieu se font à l'aide des points cardinaux. Là aussi, on est dans quelque chose qui emprunte au conte. Et on peut rajouter le conte à nos emprunts, à notre porosité générique évoquée plus haut. Et ce problème d'espace va s'opposer de façon cruciale pour le metteur en scène quand plusieurs espaces sont superposés à l'intérieur d'une même partie. Je prends pour exemple la partie 3 où on retrouve Jeanne dans une salle de classe où elle fait cours et elle évoque des théories mathématiques.
et puis Simon sur le ring où il vient de mener un entraînement. Or, au cinéma, on saurait comment faire, on parlerait de montage alterné, on aurait des images comme ça peut-être en incrustation dans l'écran, encore que le film Incendie de Denis Villeneuve ne fait pas ce choix-là, mais en tout cas on pourrait techniquement trouver des solutions assez aisées. Par contre, comment on fait au théâtre? Est-ce qu'on met les comédiens dans deux parties de la scène? Ce sont des questions que l'on peut se poser. Et j'invite évidemment ceux qui choisissent à présenter l'œuvre le jour du bac à essayer de réfléchir à la façon dont vous pourriez résoudre ces difficultés. Et évidemment, ça pourra alimenter l'entretien. Allez voir peut-être des extraits de la pièce si vous en trouvez sur Internet, mais posez-vous aussi des questions de votre propre lecture, de votre propre projection dans la pièce en essayant de trouver vos propres réponses. Dernier point que j'aborde avec vous, c'est le fait que, et nous ne pouvons pas nous quitter sans en parler, il s'agit d'une pièce qui est originale dans sa conception. Finalement, le fait que la pièce soit poreuse au niveau générique, on a l'habitude depuis le XVIIIe siècle, vous avez travaillé sur Beaumarchais, vous le savez. Le fait que la pièce emprunte différents niveaux de langue, ce n'est pas non plus une grande nouveauté. Ce qui est beaucoup plus novateur, me semble-t-il, c'est le fait que dans la préface, qui s'appelle « Une consolation impitoyable », le dramaturge évoque la participation des comédiens à la création de la pièce. Alors quand je mets une originalité inédite, point d'interrogation, c'est que je ne sais pas, en toute humilité, si c'est inédit ou non. C'est original, c'est évident. Par contre, est-ce que d'autres l'ont fait avant lui? Je ne sais pas. En tout cas, cette participation des comédiens, on voit qu'elle passe par un jeu qui va favoriser la création. Et Mouawad va demander à ses comédiens, qu'avez-vous envie de faire sur une scène? De dire quelle action, quel fantasme auriez-vous envie de réaliser? À partir de là, il va se servir de ce que vont proposer les comédiens pour écrire, rédiger, construire sa pièce. Et ça, c'est assez novateur puisque on a plus l'habitude de metteurs en scène qui écrivent une pièce et puis éventuellement infléchissent un petit peu celle-ci avec les remarques des comédiens, mais là on est dans une démarche très différente. Voilà ce que dit Mouawad de cette démarche. C'était drôle et fragile de voir chacun avouer ses fantasmes d'enfance ou d'adolescence, mais tout désir porte en lui une vérité incontestable. Et j'attire votre attention sur cette phrase. D'abord parce qu'elle est très belle, tout désir porte en lui une vérité incontestable. On peut imaginer que Beaumarchais aurait été fier de la dire d'ailleurs ou de l'écrire. Et ensuite parce que cette idée de vérité qui serait contenue même de façon inconsciente dans le désir, finalement ça nous renvoie à quelque chose que vous connaissez et qui est le surréalisme. Donc on peut assimiler ce jeu au jeu surréaliste qui visait à faire jaillir des idées, des choses liées à l'inconscient et à appuyer l'écriture là-dessus. La deuxième chose sur laquelle j'attire votre attention dans cette préface, c'est, et à partir de ce jeu, c'est le fait que Mouawad écrit, à la fin de la préface, après avoir expliqué comment la création se fait, « Incendie est né de ce groupe, son écriture est passée à travers moi ». L'expression est passée à travers moi qui fait du poète finalement un réceptacle, un traducteur d'une pensée collective, m'a donné envie de vous rappeler ce poème que vous avez dû avoir lu quand vous avez lu Les Contemplations de Hugo. Voilà ce qu'écrit Victor Hugo dans Le Poète. Son crâne transparent est plein d'âme, de corps, de rêves dont on voit la lueur du dehors. Le monde tout entier passe à travers son crible. Il tient toute la vie en son poignet terrible. Il fait sortir de l'homme un sanglot surhumain. Quand l'idée de ce poème m'est revenue, je me suis dit que le sanglot surhumain, qui est à la fois assez proche des surréalistes et aussi assez proche de ce sanglot qui va sortir des jumeaux au moment où ils se rendront compte que 2 + 2 = 1, il y avait peut-être une parenté dans la façon de considérer l'écriture
de Mouawad et la façon de considérer l'écriture de Hugo. À ceci près que lorsque Victor Hugo parle d'un poète qui fait passer le monde entier à travers lui et qui est donc un réceptacle qui permet l'écriture, il a une vision plus large. Il ne s'agit pas uniquement des comédiens, mais de l'intégralité du monde. Et je vous renvoie à ce qu'on a pu dire précédemment sur la mystique de Victor Hugo, sa croyance, ses croyances. On n'est pas dans ce cas-là pour Mouawad, mais il y a quand même cette idée que l'écriture est une aventure collective et que le poète, finalement, n'est qu'un passeur, celui qui va permettre à d'autres voix que les siennes de s'incarner dans une œuvre. L'idée est un petit peu difficile. Si vous arrivez à la saisir, tant mieux, sinon ce n'est pas très grave. Pour finir, avant de vous donner quelques liens que vous retrouverez dans les commentaires de la vidéo sur YouTube et puis dans l'article du blog, je vous donne évidemment le travail d'écriture que vous avez à réaliser à l'issue de cette vidéo. Le travail d'écriture est le suivant. Je vous demande en quelques mots, si vous montiez sur une scène, qu'avez-vous envie de faire sur cette scène? De dire quelle action, quel fantasme auriez-vous envie de réaliser? Une fois n'est pas coutume, nous ne sommes pas dans un exercice académique, mais dans un exercice plaisir, et après tout, il en faut. Notre façon de fonctionner ainsi à distance ne doit pas nous empêcher de prendre un petit peu de plaisir à se lire et à s'entendre. Pour ceux qui veulent aller plus loin, donc, c'est-à-dire pour ceux qui présentent évidemment l'œuvre le jour du baccalauréat, mais aussi pour ceux qui sont intéressés, je vous indique 3 liens. La pièce radiophonique dont nous avons écouté un extrait en début de séance, un entretien radiophonique fascinant entre Majdi Mouawad et Laure Adler, qui est elle aussi un personnage tout à fait fascinant, une personne tout à fait fascinante. Et enfin, la masterclass France Culture qui est filmée, les 2 liens précédents sont audio, la masterclass France Culture donc consacrée à Wajdi Mouawad avec Wajdi Mouawad. Nous en avons terminé pour cette séance, un petit peu plus dense que la précédente, mais j'avais beaucoup de choses à vous dire sur cette pièce. Il y en aurait encore tellement, mais je vais m'arrêter là et je vais me contenter de vous souhaiter maintenant une excellente journée. À bientôt!